Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Virginie et Bruno Tesson. Bonjour Virginie, bonjour Bruno. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors merci de votre fidélité, vous êtes toujours aussi formidable. Aujourd'hui vous êtes un peu plus de 220 personnes inscrites à cette nouvelle édition des Masterclass. La semaine dernière, on a eu le plaisir de recevoir Michel Poulaert pour parler de changer de regard sur l'échec. On a parlé de Viagra, on a parlé de KFC, on a parlé de Mandela, on a parlé d'Edison. Et Michel, avec son enthousiasme et sa verve, nous a transporté dans cette nouvelle dynamique d'accepter l'échec pour mieux rebondir, pour mieux réussir. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter ce moment de bonheur. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de gamification de l'apprentissage, de gamification des comportements vertueux, de partage de bonnes pratiques à destination des organisations commerciales. Et Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et est disponible en 9 langues, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, le retail, les technologies ou l'industrie. Voilà, une fois cette page de pub terminée, mais finalement, on va accueillir non pas le grand témoin du jour, mais les grands témoins du jour, qui sont Virginie et Bruno Tesson. Est-ce que Anouk, tu peux nous faire le portrait de Virginie et Bruno? Alors oui, excusez-moi, j'avais un petit problème de son. Alors, Virginie, Bruno, vous faites tous les deux partie du campus des dirigeants et vous avez des parcours très intéressants chacun. Lors de votre première carrière, Virginie, vous avez été médecin généraliste et thérapeute et Bruno, vous étiez vétérinaire. Comme vous aimiez à le dire, vous soignez tous les deux un bout de la laisse. Virginie, vous avez exercé pendant plus de 10 ans, dont 3 ans au Cameroun, comme directrice de centre de santé, avant de vous reconvertir dans le coaching des dirigeants. Comme vous le dites dans votre biographie, vous vouliez prendre le mal en amont de la maladie. Vos thèmes de prédilection sont l'estime de soi, l'affirmation de soi, le leadership, la découverte de sa mission et la construction de relations créatives. Vous êtes la première Française accréditée par Estimam, si je ne me trompe pas, dans la prononciation, Association internationale de l'estime de soi et du soi, fondée par Jean Montbourquette, qui est votre mentor. Bruno, vous êtes le fondateur du campus des dirigeants, dont la raison d'être est de révéler les dirigeants à eux-mêmes, de les éclairer, de les renforcer pour développer les entreprises. Vous êtes directeur général de Réseau Entreprendre et également le fondateur de l'association 60 000 euros Hauts-de-France, dont la double mission est d'accompagner les entrepreneurs qui ont fait faillite dans leur reconstruction personnelle et professionnelle. J'espère que je n'ai rien oublié. Virginie et Bruno, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans nos masterclass de l'excellence commerciale. Merci Anouk. Alors on est ravis, Bruno et Virginie, de vous accueillir. Alors c'est vrai que vous avez des profils assez atypiques par rapport aux maîtres de cérémonie qu'on reçoit dans les masterclass de l'excellence commerciale. Vous avez des parcours tout à fait uniques et je pense qu'on va avoir un entretien vraiment passionnant parce que l'objet de votre livre, ça illustre finalement la phrase d'Oscar Wilde, hein, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Et comment est-ce qu'on peut, en tant que dirigeant, hein, avec tous les directeurs commerciaux, les directeurs généraux qui nous écoutent, mais aussi les managers hein, qui ont finalement, qui sont à la tête de leur équipe, comment est-ce qu'on peut retrouver le goût de soi-même, la confiance en soi, comment est-ce qu'on peut mieux se connaître soi-même pour établir des liens d'efficacité avec son équipe. C'est tout le thème de notre entretien aujourd'hui. Alors moi, je voudrais commencer, vous qui êtes confronté qui parlez à des dirigeants régulièrement dans le cadre du campus des dirigeants, finalement, qu'est-ce que ces 2 dernières années ont eu comme impact? Comment se sentent les dirigeants aujourd'hui après ces 2 années de transformation radicale, majeure, stressante pour certains, enthousiasmante pour d'autres? Comment est-ce que vous percevez l'état d'esprit des dirigeants aujourd'hui? Alors, ce que j'ai perçu vraiment en tout premier, c'est une belle surprise de voir la capacité incroyable d'adaptation et d'innovation de leurs équipes. Au tout début, au premier confinement, en l'espace de quelques jours,
les entreprises, les dirigeants ont eu, et toutes leurs équipes, à se réorganiser. Et en fait, ils ont assisté à une production, les équipes délivraient des choses de qualité en étant responsables, autonomes, et ce qu'ils croyaient impossible, ils l'ont fait. Ça, c'est la première chose que j'observe avec la crise du Covid. Une autre chose, c'est que l'organisation a été bousculée et je pense que nous ne reviendrons pas en arrière. Les choses ne se feront pas, plus jamais on ne travaillera comme avant la crise du Covid. Les équipes ont fait preuve d'agilité, de performance et en même temps, les besoins des générations nouvelles ont émergé. La crise du Covid, en fait, a été comme un accélérateur d'une tendance qui était en cours et maintenant les choses sont claires. Il y a des gros enjeux à vivre un équilibre professionnel et personnel, à travailler dans des conditions satisfaisantes dans lesquelles chacun trouve de l'autonomie, de la liberté et de la confiance. Alors l'organisation s'est transformée. Comment est-ce que, peut-être Bruno, comment est-ce que le COMEX s'est adapté et quels sont les grands enjeux pour les COMEX aujourd'hui pour en faire des vrais forums, des vraies plateformes de décision collective? Alors, je ne sais pas si les COMEX se sont adaptés. En tout cas, ils ont travaillé dur, mais ils ont travaillé beaucoup sur le court terme pendant cette période de crise. Et je pense qu'au contraire, il y a maintenant qu'on sort, qu'on commence à voir le bout, les COMEX doivent se réhabituer à faire leur travail, c'est-à-dire non seulement travailler sur le temps court, le présent, mais surtout préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Et donc, je pense que là, il y a des vrais enjeux pour relancer les entreprises, c'est que les COMEX jouent vraiment pleinement leur rôle. Quand on dit COMEX, on peut dire CODIR, hein, peu importe les termes, c'est pour moi le premier cercle du dirigeant. Et les dirigeants doivent vraiment s'appuyer sur leur premier cercle pour prendre de meilleures décisions. Mais ça suppose de dire clairement pour un dirigeant qu'est-ce qu'il attend de son premier cercle, dans cette instance qu'on appelle le COMEX et le CODIR, de dire clairement ce qu'il veut, c'est-à-dire une direction collégiale. Et puis, ça veut dire aussi qu'il a des postures à attendre et les membres de son équipe à prendre, c'est-à-dire que quand on est membre d'un CODIR ou d'un COMEX, on est d'abord membre d'une équipe dirigeante avant d'être le représentant de sa fonction. Je suis d'abord membre de l'équipe dirigeante avant d'être le directeur commercial ou DRH ou directeur marketing. Et ça a une conséquence, c'est que je dois donner, non seulement je dois, mais j'ai le devoir de donner mon avis sur tous les sujets. Et bien souvent, les COMEX restent des plateformes de reporting où chacun vient avec sa casquette pour relater ce qui s'est passé dans son service et on oublie qu'on est là pour prendre ensemble des décisions d'intérêt général et qu'on a tous notre mot à dire sur ces sujets-là qui concernent la vie de l'entreprise. Comment est-ce que concrètement on peut évaluer l'efficacité de son COMEX ou de son CODIR? Alors, je pense qu'il y a une manière très simple qu'on ne fait pas assez, c'est de se poser une fois par an pour s'arrêter sur le chemin parcouru depuis l'année dernière. Comment est-ce qu'on a fonctionné dans notre COMEX ou notre CODIR? Est-ce qu'on a préparé nos réunions? Est-ce qu'on s'est écouté? Est-ce qu'on s'est respecté dans nos avis? Est-ce qu'on a creusé les sujets jusqu'au fond avant de décider? Est-ce qu'on a préparé la mise en œuvre des décisions? Est-ce qu'on a soigné la communication de nos décisions aussi, qu'on oublie souvent dans les COMEX? Voilà, donc se poser, un arrêt sur image et de se demander si on a, comment est-ce qu'on a travaillé et est-ce qu'on se redonne des objectifs de progrès pour l'année prochaine. Je pense que les CODIR qui pratiquent ça progressent d'année en année. Et je pense qu'il faut quelques années quand on constitue un comité de direction avant de le voir vraiment efficient. Et c'est surtout pas un an avant de prendre sa retraite quand on est dirigeant à la va-vite parce qu'on se dit oh là là, je pars, il faut que mon entreprise prenne de la valeur, donc il faut un vrai COMEX. Mais non, c'est trop tard. Il faut quelques années parce qu'on est dans une démarche de progrès continu. Alors, on a beaucoup de directeurs commerciaux qui nous écoutent. Comment dans cette collégialité, dans la construction de cette collégialité, est-ce que le directeur commercial peut apporter une patte spécifique liée à sa fonction, à sa fonction de membre du CODIR, et puis à sa fonction spécifique de directeur commercial? Ouais, j'en vois une. D'abord, il est comme les autres, membre d'une équipe dirigeante, donc il doit donner son avis sur tous les sujets, RH, marketing, digital, production, comme les autres. Il doit aussi apporter sa connaissance de son activité, mais je vois un enjeu
de plus en plus grand pour les directeurs commerciaux, pour les entreprises, c'est que le directeur commercial se positionne comme facteur d'innovation pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'innovation est de plus en plus abordée comme celle qui vient des clients, des utilisateurs, et finalement les équipes commerciales sont les mieux positionnées pour écouter le client et transmettre tous ces signaux qui sont des signaux, des encouragements et des voies pour développer l'innovation dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est un rôle que les directeurs commerciaux doivent jouer de plus en plus. Alors ça, c'est vrai, on le voit avec, chez beaucoup de nos clients, les prises de décision d'innovation ont progressivement migré des départements IT, puisque les innovations historiquement étaient très outils, vers les directions opérationnelles, qu'elles soient marketing ou commerciales. Et maintenant, on a beaucoup de clients qui choisissent leurs outils directement avec un conseil de l'IT, avec un conseil juridique, mais plus en support. La décision, elle est prise par la direction commerciale. Alors, quand on doit prendre des décisions, tu disais tout à l'heure, Bruno, que finalement, un des sujets d'hygiène pour un comité de direction, c'était de prendre du recul une fois par an. Et parmi les sujets abordés pendant ce séminaire, il y avait la façon dont on prend les décisions. Et je rebondis sur ce que nous disait Olivier Sibony, qui a écrit ce bouquin La Noise avec Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie. Et il parlait de la prise de décision et de l'importance de nourrir cette prise de décision avec des informations pertinentes, objectives, structurées, débarrassées de tout le bruit qui nous envahit. Finalement, pour mûrir cette prise de décision, le dirigeant, il est souvent confronté à des injonctions contradictoires qui peuvent être paradoxales entre le court terme et le long terme, entre les coûts et la croissance, entre la rentabilité et le développement international. Finalement, comment le dirigeant peut s'y retrouver et construire des décisions plus sereines qui correspondent à qui il est et au sens qu'il veut donner à son rôle de dirigeant. Alors, je pense que tu viens de résumer ce qui nous semble être la teneur même du métier de dirigeant, c'est de gérer des injonctions paradoxales. Recruter les meilleurs tout en maîtrisant la masse salariale, développer le collectif tout en valorisant les talents individuels, enfin, on en a toute une litanie. Et donc, c'est complexe le métier de dirigeant. C'est pour ça que pour nous, la meilleure façon d'être un dirigeant, c'est de développer la collégialité, à la fois avec son équipe, mais peut-être aussi en termes de gouvernance, travailler avec un conseil, un board, un comité stratégique ou de gens qui sont extérieurs à l'entreprise, parce que toutes ces décisions qu'on va prendre, il faut aller les chercher dans le meilleur alliage entre ces paradoxes qu'on vient de mentionner. Et donc, c'est développer l'intelligence collective et susciter la contradiction dans ces instances de CODIR ou de comité conseil d'administration. C'est d'aller chercher, même provoquer la contradiction. J'ai même lu dans Harvard Business Review qu'on va jusqu'à dire provoquer le conflit, aller chercher le conflit cognitif, c'est-à-dire des idées. Roland vient d'exprimer son avis sur le projet d'acquisition. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tout le monde est d'accord avec Roland? Allez-y, n'hésitez pas. Et en fait, souvent, il y a de la gêne parce qu'on ne veut pas démonter l'avis de ses collègues. On va se dire, on va faire ça une fois, il va me renvoyer le scud la prochaine. Mais là, on est complètement hors jeu. L'enjeu de l'entreprise dépasse ces petites façons de voir. Donc, je pense que le dirigeant ça suppose une certaine forme de détachement, c'est de se dire que même si, in fine, il y a des décisions qui vont me revenir, les plus stratégiques, je ne suis pas du tout obligé de construire seul ces décisions. Et pour nous, au campus des dirigeants, franchement, s'habituer au détachement, ça peut paraître paradoxal, là encore, de se dire je suis responsable de l'entreprise et j'essaie de créer de la distance. Surtout quand on est entrepreneur, c'est difficile parce que je suis à la fois l'actionnaire, le président du conseil, le DG, je suis tout ça à la fois. Mais il faut absolument créer cette distance, prendre du recul et notamment en impliquant les autres dans la prise de décision. Alors, je vais être un peu provocateur.
le conflit cognitif, effectivement, ça permet de faire jaillir les vraies idées. C'est ce que Christophe Coupen, qui est un ancien négociateur du REN, qui est intervenu il y a un an et demi dans les masterclass, nous disait, c'est que dans les négociations, il faut aller au conflit. Il faut aller au conflit pour savoir vraiment ce que l'autre pense. Et tant qu'on n'est pas allé au conflit, tant qu'on n'est pas allé à cette confrontation, on ne sait pas vraiment ce que la partie adverse a en tête. Donc finalement, c'est assez aligné ce que tu nous dis, Bruno. C'est il faut provoquer ce conflit cognitif. Mais une fois qu'on a provoqué ce conflit, il y a finalement deux attitudes. Il y a une attitude d'énergie un peu autoritaire, volontariste, qui va emmener. Et puis, il y a l'attitude de délégation, de subsidiarité, voilà, de respect mutuel. Moi, j'ai l'impression, quand je lis les journaux, quand je lis des biographies de grands dirigeants, des Steve Jobs ou autres, qu'il y a quand même énormément de volontarisme et d'autoritarisme parmi les grands patrons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors est-ce que c'est juste de la bien-pensance et du politiquement correct de dire il faut travailler par subsidiarité et il faut déléguer au maximum, ou est-ce qu'il y a une transformation finalement des raisons du succès en tant que dirigeant? Ben, il y a plusieurs manières d'être dirigeant. Effectivement, on peut choisir d'être directif, surtout si on est génial, ça va bien marcher. Tu as pris des exemples, ça marche. Mais on peut aussi choisir d'autres voies qui font plus confiance aux personnes, qui créent un contexte de liberté, d'autonomie dans les entreprises. Et on voit aussi de belles réussites dans ce domaine-là. Je dirais qu'après, c'est presque un choix moral. C'est quel dirigeant je veux être, sachant qu'il y a plusieurs manières de réussir et les dirigeants doivent réfléchir à ça. Quel dirigeant je veux être? Quelles sont les valeurs qui vont imprégner la culture managériale que je veux mettre dans l'entreprise? Et après, il s'agit d'être cohérent avec ses choix. Et c'est en étant cohérent finalement qu'on conduit à la réussite. Donc finalement, elle est là la clé. Il n'y a pas de modèle d'Harvard Business Review ou de tous les bouquins de management qu'on peut lire. Le grand message de votre travail, c'est de dire il faut être soi et donc il faut trouver son style et l'adapter à son environnement. Tu parlais de morale tout à l'heure, c'est presque une question morale. Qu'est-ce que tu entends par là, Bruno? Éthique, c'est-à-dire soit j'ai envie de reconnaître la capacité de mes équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes, et donc à leur faire confiance, leur donner de l'autonomie. Ça, c'est même une façon de regarder l'humanité. Soit c'est de dire je sais où je vais, j'ai besoin de gens qui déploient, qui exécutent ce que j'ai décidé, et ça va marcher aussi. Mais c'est une autre façon de regarder son métier de dirigeant. Oui, je dirais ça relève pour moi de l'éthique. Voilà. Et pour nous, c'est vrai qu'au campus des dirigeants, on a à cœur de ne pas imposer tel ou tel modèle, parce qu'on n'y croit pas à ça. Ce que l'on croit vraiment, c'est qu'on ne peut pas donner mieux qu'en étant pleinement soi-même. Mais quand on a dit ça, après, il reste à faire ce chemin pour devenir pleinement soi-même. Et c'est tout un chemin d'intériorité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin, mais voilà. Mais peut-être Virginie, on peut aborder ce nouveau chapitre là finalement sur les nouvelles compétences que le dirigeant doit développer et sur le rôle des émotions. Vous parlez beaucoup d'émotions, hein. Il y a tout un chapitre, c'est le chapitre le chapitre 4, je crois, autour des émotions et comment est-ce qu'on utilise les émotions en tant que dirigeant pour être plus efficace. Finalement, comment, tout d'abord, il y a des émotions positives et des émotions négatives. On va se focaliser dans un premier temps sur la confiance que le dirigeant peut avoir en lui, parce que quand le dirigeant a confiance en lui, derrière, il va rayonner cette confiance, il va diffuser cette confiance autour de lui. Il y a beaucoup de dirigeants qui prennent de la part du marché, de la part de leurs collaborateurs, des remarques, des critiques, des remarques désobligeantes. Ça peut être les représentants du personnel, ça peut être des concurrents, ça peut être voilà, les clients, le marché, quand on s'appelle Total, quand on est dans des industries qui n'ont pas le vent en poupe. Comment est-ce qu'en tant que dirigeant, Virginie, on peut se protéger des remarques destructrices?
Ben, je pense que c'est un vrai sujet parce que le dirigeant est particulièrement exposé aux relations avec toutes ses parties prenantes. Et je crois que le directeur commercial, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont avec nous ce matin, le directeur commercial, on peut dire qu'il est un peu aux avant-postes. Il est entre le marteau et l'enclume, en front office, en contact de ses clients, et puis aussi avec les équipes en interne et puis tous les autres collaborateurs en transversal. Donc oui, le fait d'être exposé aux critiques, c'est le propre du métier de dirigeant et peut-être particulièrement du directeur commercial. Et pour moi, il y a deux écueils à éviter. Le premier serait d'accorder un crédit démesuré aux critiques, presque comme si une remarque qui venait d'une personne à un instant T devenait une parole de vérité. Et donc, ce serait un écueil parce que dans ce cas-là, la personne serait évidemment impactée négativement, blessée, fragilisée. Et puis, je peux imaginer que la relation avec l'interlocuteur serait elle aussi abîmée. Donc ça, c'est le premier écueil. Je vois un deuxième écueil qui est l'opposé. Ce serait de se dire, bah, puisque ça me fait mal, je ne l'entends pas. Voilà, je ferme les écoutilles, je me protège et je suis hermétique à toute critique pour être sûre de ne pas me laisser toucher. Je pense qu'il y a un énorme risque. Là, c'est le risque de s'isoler et d'être seul. Alors, je propose ce que j'appelle très simplement le filtre magique pour se protéger des critiques. En fait, ça consiste, dès que je sens que je commence à avoir un peu mal par une remarque qui m'est faite, il va se passer quelque chose, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui me touche et à ce moment-là, je vais me poser cette question. En fait, je vais activer mon filtre magique en me posant la question suivante. Quel est le message que veut me transmettre mon interlocuteur? Quelle est l'information de ce message? Et donc, je vais laisser passer l'information du message et je vais couper la blessure, le jugement. Et vous voyez, on a dans nos parcours, on forme des dirigeants, et bien dans une de nos promotions, il y a une personne qui était en charge de faire une croissance externe, qui a été interpellée par le président du groupe, qui lui a dit au début du processus, bah, voilà, tu t'y es mal pris pour engager le processus de croissance externe. Bon, cette personne, quand elle a entendu ça de la part de son dirigeant, a eu un mouvement de recul. Et immédiatement, elle a pensé à activer cette membrane magique. Et elle a posé la question au président. Sans doute que si tu me dis ça, c'est que toi, tu aurais fait différemment. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Et en fait, ça a été le début d'un échange. Et à la suite de cet échange qui s'est prolongé dans la durée, il y a eu deux résultats. C'est qu'elle a obtenu des informations à forte valeur ajoutée avec le point de vue de son président et qu'elle a eu l'occasion de partager des informations que le président n'avait pas et qui ont permis de ressortir renforcés dans la confiance mutuelle. Quand on est face à ces critiques, on peut être poussé à finalement dire oui à toutes les initiatives, tous les projets qui nous sont proposés en tant que dirigeant. Comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non, sachant que c'est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui, et que c'est indispensable pour fixer des priorités? Comment est-ce qu'en tant que dirigeant, on mature sur ce sujet d'apprendre à dire non sans blesser? C'est vrai que je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui aiment dire non et pourtant, tu le dis très justement, ça fait partie de ce que le dirigeant doit savoir faire. Alors pour moi, il y a peut-être un point central, c'est de s'autoriser la période de réflexion entre la réception de la demande et la réponse qu'on va apporter. Parce que ce temps de réflexion, donc j'entends ta demande, j'y réfléchis et je reviens vers toi, par exemple. Et en fonction de l'enjeu des impacts de la demande, évidemment, calibrer le temps de réponse. Il y a des réponses que je peux apporter rapidement et puis il y a des réponses qui vont demander beaucoup de réflexion. Et calibrer avec l'interlocuteur que ce temps de réponse, ce délai lui convient. Et ensuite, si le dirigeant pense que la bonne réponse à apporter dans ce contexte-là, c'est non, eh bien là, je vous propose l'approche du sandwich. Une première petite couche de pain de mie bien moelleuse avec un petit peu de beurre. Je reformule l'énoncé de la demande. Je le reformule. J'entends ce que tu me demandes et je comprends bien dans quel état d'esprit tu me fais cette demande. Ensuite, la tranche de rôti de porc froid. Je ne répondrai pas favorablement à ta demande. Et là, je vais donner un élément essentiel. Je ne vais pas me justifier, je ne vais pas énumérer des justifications, mais si je donne un élément
qui m'amène à dire non, c'est pour que mon interlocuteur puisse me rejoindre et ne se sente pas lui-même rejeté. C'est sa demande que je rejette, ce n'est pas lui en tant que personne. Et puis la troisième étape, la tranche de pain de mie avec la petite rondelle de tomate qui va bien et la petite feuille de salade, où j'ouvre sur l'avenir. Voilà, si tu as une autre demande à me faire, je l'écouterai avec intérêt. Si je peux répondre à ta demande dans un délai qui est le suivant, je le ferai volontiers. Voilà ce que je propose. Beaucoup de leaders mettent une barrière entre leur rôle et leurs émotions, quelque part pour se protéger. Quel impact est-ce que vous observez dans les styles managériaux et comment réconcilier les deux? Ben, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on a compris depuis les années 90, avec tous les progrès des neurosciences, on connaît l'impact des émotions. Et Goleman, ce psychologue américain, a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle, cette capacité à sentir, à comprendre et à agir avec ses émotions. Moi, je vois beaucoup de gens qui voudraient vivre sans émotion ou qui parfois même voudraient vivre sans elles, ou contre elle, ben, on propose plutôt une troisième voie, c'est de vivre avec elle. Et on sait que ça suppose de développer son intelligence émotionnelle, mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle grandit, se travaille à l'inverse du quotient intellectuel qui est stable, le quotient émotionnel peut se développer. Et on sait maintenant qu'à quotient intellectuel égaux, le quotient émotionnel va faire la différence. Et vraiment, l'expression des émotions qui consiste à donc accueillir son émotion, l'accepter, recueillir l'information qu'elle porte et avec l'énergie qu'il y a dans l'émotion, passer à l'action. Et voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ce trajet entre accueillir mon émotion, ça va commencer dans mon corps, donc ça nécessite d'être en intimité avec mon corps, recueillir son information et passer à l'action, une action qui soit ajustée au contexte dans lequel je suis. Et l'expression des émotions, ainsi formulée, va forger la sincérité d'un dirigeant et va donc renforcer son leadership. Et on voit que cette sincérité, elle est de plus en plus importante dans le rôle du dirigeant comme porte-parole finalement des valeurs et du sens de l'entreprise. Pour finir cet entretien, j'aimerais qu'on parle de sens parce que c'est aussi un des chapitres importants dans votre bouquin. Comment est-ce que le dirigeant dans un univers compliqué, qui se transforme vite, comment est-ce que ce dirigeant peut renforcer cette coopération au sein de l'entreprise pour co-construire ce sens collectif? Alors d'abord, sur le sujet de la coopération, il y a deux voies, deux axes de progrès. Si on veut pousser la coopération dans l'entreprise, c'est l'autonomie, on y revient, hein, donner de l'autonomie aux gens parce que les nageurs qui sont dans leur couloir de nage, ils ont peu de chances de faire de la natation synchronisée, de travailler ensemble. Donc, de l'autonomie, casser les silos, c'est la première chose. Mais dans les entreprises où on ne travaille que sur l'autonomie, on va se planter, on va faire une entreprise d'individus isolés qui poursuivent leur propre fin. Donc, plus on pousse l'autonomie, plus on doit pousser la question de la solidarité dans l'entreprise. Et là, le dirigeant a un rôle majeur. C'est de rappeler que oui, chacun est là et va s'épanouir. On va lui donner, l'entreprise va lui permettre de s'épanouir, de développer ses talents, mais on est tous liés par un projet commun qui nous unit. On poursuit une même finalité, une même raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui nous rend indispensables, qui fait qu'on a des raisons d'exister sur notre marché. On a aussi une ambition collective, on voudrait être là dans 10 ans. Ça, c'est le rêve vers lequel on chemine, on partage des valeurs. Donc, en fait, plus le dirigeant délègue et se détache et ne donne plus d'ordre et de directives, plus il a du temps pour rencontrer les équipes et partager la question du sens, justement. Vers où on va, pourquoi on y va, comment on y va, c'est ça le rôle du dirigeant. Voilà, donc je pense qu'un dirigeant qui se détache de cette manière-là sur certains sujets, mais qui se réinvestit sur la question du sens, il va favoriser la coopération entre les équipes. On peut penser qu'il va aussi, dans sa posture et dans sa façon d'être et d'agir, incarner ce qu'il exprime et peut-être aussi, c'est ce qu'on vise, être l'âme de son entreprise. Être l'âme de son entreprise,
finalement être soi-même pour son entreprise. C'est une très belle parole, Virginie. Merci beaucoup pour cet entretien, Bruno et Virginie. C'était un grand plaisir de parler de ce sujet qui est tellement important pour tous les dirigeants qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on peut être soi-même sans forcément correspondre aux idéaux qui sont décrits dans les bouquins de management et quand même être successful. Deux questions classiques de fin de masterclass. Une expérience managériale qui vous a marqué l'un ou l'autre, Bruno peut-être? Ouais, moi, il y en a une qui m'a marqué. J'en ai été non pas l'acteur, mais plutôt observateur de l'extérieur, mais j'ai trouvé ça très beau. C'est dans une entreprise informatique, un développeur qui est tombé dans l'addiction à la pornographie jusqu'à être devant son écran dans un open space, devant ses collègues, parce qu'il ne pouvait plus s'en passer, quoi. Et donc, les collègues ont alerté le dirigeant qui a convoqué ce salarié et ils ont fait un deal. Il lui a proposé un deal. Il lui a dit on te sort des effectifs, mais tu vas t'installer en freelance chez toi. On va te donner un contrat qui va te permettre de démarrer, mais ça, c'est à la condition que tu te fasses accompagner et soigner. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le salarié, cette personne est revenue dans l'entreprise et elle témoigne dans des forums, dans des événements avec son boss sur cette histoire. Et je me dis qu'elle illustre quand même à la fois la créativité qu'on peut mettre dans la relation plutôt que d'appliquer des schémas, puisque le schéma classique, ça va peut-être dire tu sors de l'entreprise, point barre, c'est réglé, quoi. Mais par contre, la créativité qu'il y a eu pour trouver cette réponse et la confiance donnée, je trouve ça formidable, ça a produit un beau résultat. Et Virginie, une citation qui t'inspire? Ah ben moi, je suis très inspirée par Carl Gustav Jung, ce psychiatre suisse. Et celle que je voudrais partager aujourd'hui, c'est ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Un chemin Eh bien, d'accès. un immense merci et de belles perspectives de réflexion philosophique et personnelle autour de cette citation de Jung. Un immense merci Bruno et Virginie. Si vous avez encore quelques minutes, on sera ravis de vous garder pour reprendre les questions de nos auditeurs. Avant de passer aux questions, bien sûr, les idées bonus. Alors la première idée bonus, elle est assez simple, c'est précipitez-vous à la FNAC pour acheter Réussir comme dirigeant ou dirigeante, construire son action, être soi aux éditions Duno, qui vient de sortir le dernier ouvrage de Virginie et Bruno. Également une biographie qu'Anouk vous a sélectionnée, Badawi, hein, c'est l'autobiographie de Mohamed Altrad, hein, le patron de cette multinationale, grande success story française, absolument passionnante, qui raconte le cheminement d'un petit garçon qui devient un des plus grands entrepreneurs de sa génération. Et puis, bien sûr, le film documentaire biographique de Steve Jobs. Hein, on parlait de style de management. Ben là, on a un style de management bien particulier. Steve Jobs a certainement été lui-même et n'a pas correspondu à tous les modèles de management qu'on peut lire dans les bibliothèques. Voilà, des sources d'inspiration, des sources de réflexion, des sources méthodologiques grâce à votre livre. Voilà, ça se lit très facilement. C'est plein de petits chapitres illustrés avec des schémas, des méthodos, des conseils pragmatiques. Donc voilà, précipitez-vous sur cet ouvrage de référence de Virginie et Bruno. Et si vous avez des questions, alors là, juste avant de passer aux questions, la semaine prochaine, on aura le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Dolly, hein, qui est l'ancien patron de Danone Espagne, qui est maintenant qui dirige Dolly & Partners, qui a été coach de sportifs de haut niveau et qui va nous parler du management de sportifs de haut niveau. Également une belle source d'inspiration. Anouk, est-ce qu'on a quelques questions? Vous pouvez poser vos questions directement sur l'interface de GoToWebinar. Est-ce que, Anouk, on a des questions déjà de nos auditeurs? Alors oui, première question.
La crise sanitaire étant passée par là, les transformations étant toujours en cours au sein des entreprises, comment peut-on se comporter avec les dommages collatéraux qui s'imposent d'eux-mêmes et qui font que certains profils au sein de l'entreprise deviennent superflus? Que certains Profils au sein de l'entreprise deviennent superflus. Bah, c'est un sacré sujet, hein. Bon, je pense que Vous avez 3 heures. un profil superflu. Alors, c'est difficile de parler en général sur des sujets comme ça. C'est peut-être plus facile à partir d'une situation, mais en fait, quand une personne n'est plus à sa place, parce que la place a changé et la personne n'est plus la bonne, la première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce qu'on peut trouver des solutions de reclassement, de formation? Ça, c'est la premier réflexe à avoir. Et puis après, les gens qui n'ont plus leur place dans l'entreprise, je pense que la responsabilité du dirigeant, c'est l'intérêt général. Et donc, d'abord, l'intérêt de l'entreprise, il est là pour ça. Simplement, et donc, quand il faut se séparer d'une personne, souvent, on le fait très mal parce qu'on n'aime pas le faire. Et donc, on le fait d'une façon brusque et violente. Toi, tu sais le faire. Enfin, peut-être. Mais je pense qu'on peut tout faire, c'est-à-dire donner un petit peu de délai, accompagner la personne, et même se dire qu'on va faire un pot de départ. Quand on décide soi-même de se séparer d'une personne, c'est se donner ça comme objectif. Je l'ai toujours fait, moi. Ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il faut que la personne en face soit d'accord, mais ça a marché souvent. C'est de se dire, eh ben, on a vécu un bon moment ensemble quand même. Tout ce qu'on a construit ensemble, ça continue d'exister. Puis maintenant, l'autre va vivre sa vie et l'entreprise aussi. Sujet compliqué. Quelle est la différence entre diriger une entreprise de 40 personnes et une entreprise de 400 personnes pour un dirigeant? Alors, par nature, c'est la même chose. Et nous, on est très étonnés au campus des dirigeants. On voit des promos dans lesquels il y a des dirigeants, souvent des entrepreneurs de boîtes de 15-20 personnes, et qui vont côtoyer des dirigeants qui dirigent 2000 personnes. Mais en fait, ils se retrouvent sur les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions qui se posent. En revanche, les réponses vont pas être tout à fait. La manière de déployer les réponses vont être différentes selon la taille de l'entreprise et le degré de staffing. Parce que si je suis tout seul à le faire, c'est une chose. Si j'ai une équipe pour déployer les décisions, c'en est une autre. Donc, la nature de c'est la même mission, celle de dirigeant. C'est les conditions de l'exercice qui seront sans doute différentes. Bien plus d'opérationnel quand on est dans une petite boîte et bien plus de recul et de stratégie quand on est dans une plus grosse. D'accord. Alors, autre question. Je reviens sur la période de réflexion qui, des fois, est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Comment peut-on gérer ce genre de situation? Est-ce que c'est la période de réflexion préalable à une décision, par exemple? Ce n'est pas précisé, je suppose. Alors, je vais considérer que c'est ça, puisque j'en ai parlé à ce moment-là. Je comprends ce que la personne veut dire, et pourtant, je pense qu'il y aurait une situation où je n'aurais pas la possibilité de la réflexion, c'est si j'avais un fusil sur la tempe. En dehors de cette situation très singulière, j'ai quand même un espace de liberté que parfois je suis la seule, dont parfois je suis la seule à me couper. Donc, j'interpelle cette personne et voilà, pour te dire, mais vraiment, est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'a pas d'espace de réflexion, ne serait-ce qu'un petit espace de réflexion qui lui permette de faire ce trajet entre l'extérieur d'elle-même et l'intérieur d'elle-même, puisque la qualité de la réponse à la question va résulter de la qualité du lien avec l'intérieur de la personne. La réponse à la question, elle est à l'intérieur et ensuite pouvoir l'exprimer. Il y a 2 jours un documentaire sur Angela Merkel qui était passionnant sur Arte. Je vous encourage, si c'est toujours en replay, c'était très intéressant. En fait, la presse lui reprochait beaucoup de ne pas décider assez vite. Mais elle expliquait ça et elle disait qu'elle avait vraiment besoin du temps de digestion, surtout quand les sujets étaient si importants. Et en fait, le temps de la presse n'est pas forcément le temps de la politique. Et le temps d'un dirigeant n'est pas forcément le temps de l'opérationnel aussi. Et je me dis que finalement, si on reste dans son métier de dirigeant au sens propre, on n'est probablement pas dans le temps court. Et on peut s'autoriser, si par exemple, on va revenir au sujet du CODIR, on est en train de discuter, on n'a pas réussi à trouver un consensus aujourd'hui, avant de se dire je tranche,
est-ce qu'il faut vraiment décider aujourd'hui? Est-ce qu'on peut laisser mûrir un mois et reprendre ce sujet-là à froid? On aura décanté et on va prendre une meilleure décision. Donc, en fait, ne pas sous-estimer la liberté, le vrai temps de réflexion sur lequel on est plus libre qu'on ne croit finalement. pour avoir le moins possible à regretter une décision qu'on aurait prise. Alors, comment prévenir l'isolement du dirigeant? Alors, j'aime bien la formulation parce que nous, au campus, on dit qu'il faut vraiment, on est pour la solitude du dirigeant parce que les grands leaders, ils prennent des temps de solitude avant de prendre des grandes décisions, mais on est contre l'isolement. Et donc, pour moi, on en a déjà dit quelques mots, c'est être moins isolé, c'est se dire que je ne suis pas seul à construire les décisions, et c'est beaucoup les sujets de gouvernance d'entreprise. Ça sert à ça finalement. C'est d'éviter les histoires folles où des dirigeants sont devenus fous et sont partis dans des aventures alors qu'il n'y avait personne en face comme contre-pouvoir. Ça fait des catastrophes, Vivendi, Enron, etc. Il y en a dans l'histoire, dans les 20 dernières années. Donc, pour moi, la réponse, c'est la gouvernance. Et là encore, surtout si on est entrepreneur, c'est difficile de se dire que c'est ma boîte, mais je ne vais pas être seul à construire les décisions et je vais volontairement installer des contre-pouvoirs par rapport à ma fonction. Moi, je compléterais en disant que il y a peut-être une autre façon de ne pas être dans l'isolement, c'est de ne pas être victime d'un masque, de ne pas se mettre un masque pour ne pas s'obliger à garder une posture qui serait une posture idéale, mais vraiment, encore une fois, d'oser être soi. Et si j'ose être moi, avec mes différentes facettes, je ne serai pas isolée. Je pense que c'est un élément qui concourt à la rupture de l'isolement. Alors, dernière question. Quelles sont les différences constatées entre des dirigeants de 30 ans et de 55 ans actuellement? Ah oui. J'ai une première chose qui me vient, mais tu compléteras. Mais moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est la place que prend le travail dans la vie d'un dirigeant de 30 ans par rapport à celle que le travail prend dans la vie d'un dirigeant de 50 ans. Je trouve que pour les dirigeants de 30 ans, il y a vraiment une quête d'équilibre affichée, proclamée, assumée et que personnellement, je trouve très sympathique. Voilà, un premier élément de réponse. Oui, puis même, il faut bien se garder de généralité, ouais. Mais globalement, on voit des trentenaires, peut-être plus chez les entrepreneurs que dirigeants salariés, mais à 30 ans, il y en a peu, oui. Il y en a peu, mais c'est quand même un lien de proximité avec les équipes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau du patron, je m'installe avec mon ordi au coin d'une table avec les autres. Donc, il y a quand même des barrières qui sautent, quoi, des barrières sociales au sein de l'entreprise qui sautent. C'est assez marquant, ça. Et plus de liberté aussi de la part du dirigeant. Oui. Voilà. Qui s'autorise à faire ce qu'il veut davantage quand il est plus jeune. Donc, on a plein de choses à apprendre des jeunes. Voilà. Virginie et Bruno, un immense merci de ce témoignage. On a appris plein de choses avec des outils très concrets, hein, le filtre magique pour accueillir ses émotions, le sandwich pour apprendre à dire non tout en se projetant dans l'avenir, j'ai beaucoup aimé cette notion de solitude versus isolement. Ça me fait penser à un ouvrage qui se finit par un jeu de mots entre solitaire et solidaire. Je vous retrouverai la référence. Donc solitude et isolement, ne pas être victime de son masque. Et puis cette magnifique phrase, Virginie, que tu nous as partagée, de Carl Jung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Un immense merci pour cette masterclass. Brillante, enthousiasmante, inspirante, qui nous donne beaucoup de matière à réfléchir pour devenir des meilleurs dirigeants, chacun à notre niveau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Pierre Dolly pour parler du management de sportifs de haut niveau. Et je vous remercie à tous de votre fidélité et à très bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.